Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h16, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Maud Bréjon qui est porte-parole de La République En Marche et candidate aux législatives. Oui, bonjour Maud Bréjon. Bonjour. Le fiasco du Stade de France samedi, l'image de la France après ces scènes de pagaille, l'insécurité, le compte à rebours aussi des législatives. Les élections dans moins de 2 semaines et puis une campagne dans l'indifférence générale pour certains. La guerre en Ukraine, autant de questions que nous allons aborder. Commençons donc par les suites de ces scènes chaotiques samedi soir autour de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et Madrid. Une réunion est prévue ce matin au ministère des Sports. Que sait-on pour l'instant des dysfonctionnements ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs supporters, plusieurs milliers de supporters sont arrivés sans billets ou avec de faux billets. C'était effectivement la ministre des Sports dit entre 30 et 40 000 exactement, personnes. Essentiellement des supporters britanniques. Je note que le dispositif de police était adapté. C'était plus de 6800 policiers et gendarmes qui ont été déployés. D'ailleurs, on peut les remercier pour le travail qu'ils ont réalisé. Ça a permis de ne pas avoir de blessés graves ou évidemment de drames encore plus importants. Il n'y a pas eu de problème par exemple dans les 2 fan zones qui étaient vraiment des zones à risque, pas de problème non plus dans les aéroports. Maintenant on reste sur une situation qui est évidemment intolérable. Il faut comprendre d'où ça vient, d'où cette réunion ce matin. C'est aussi pour ça que le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a saisi hier soir la justice pour comprendre d'où venait la mise à disposition de ces faux billets. Oui. Donc vous dites qu'il n'y a pas eu de problème d'anticipation. Ensuite, problème d'adaptabilité probablement des forces de l'ordre à la situation, à ce qui s'est déroulé samedi soir. Le dispositif était adapté en termes de nombre. 6800 policiers et gendarmes déployés, c'est absolument colossal. En revanche, il y a un problème, il faut comprendre comment est-ce que ce type de faux billets-là arrive. D'ailleurs, il y a des précédents. Quand on regarde, je crois, la finale de l'Euro 2021 à Londres, si je ne dis pas de bêtises, il y avait eu aussi ce type de problème-là avec des supporters britanniques qui étaient arrivés avec des faux billets. Donc c'est pas la première fois que ça arrive. Maintenant, il faut que les organisations sportives, notamment, arrivent à déceler d'où viennent les failles, comment est-ce qu'on peut davantage les encadrer, mais en revanche, je le redis, le dispositif de police et le travail de la préfecture de police ont été réalisés. Mais il n'y a pas qu'un problème avec les supporters aussi. Visiblement, d'après les images et d'après les témoignages, il y a eu aussi un problème avec des voyous ou des bandes qui sont venus agresser aussi ces supporters. Il y a eu quelques centaines, effectivement, de jeunes venus des quartiers alentours, mais l'essentiel du problème vient bien des supporters, de ces milliers de supporters venus avec des faux billets. Ça a créé des mouvements de foule, ça a créé des amas de personnes aux abords du stade. Donc ensuite, effectivement, il y a eu en marge des problèmes, des troubles à l'ordre public. Pas en marge, pendant. Mais l'essentiel du problème, le cœur du problème, vient bien de ces dizaines de milliers de supporters qui sont arrivés sans billets ou avec des faux billets. C'est ça le problème et c'est ça qu'il faut traiter. Oui, il ne faut pas traiter en fait tous les problèmes qu'il y a eu à côté. Alors que c'est en boucle sur les chaînes du monde entier. Il y a évidemment une nécessité. Non mais on a l'impression que vous minimisez non, ça. Je minimise pas. Je voudrais pas en revanche qu'on élude le problème principal qui est lié à une pratique dans le supporterisme, qui est lié à encore une fois ces faux billets. Je vais pas y revenir. Ça veut pas dire qu'il faut pas maintenir l'ordre aux alentours, mais le dispositif était correctement dimensionné. Les débordements qu'on a constatés, qui sont inacceptables et évidemment il faut les condamner, viennent bien de ce dysfonctionnement sur l'organisation. Oui. Et il y avait eu un problème aussi dans les transports, puisqu'il y avait une grève du RERB. Ça avait été dénoncé d'ailleurs par le président d'une association d'usagers de ce RERB qui disait il va y avoir des milliers de supporters venant de l'étranger qui vont débarquer et ça risque d'être un peu le bazar. C'est ce qui s'est produit. Est-ce qu'il n'y a pas eu là un manque d'anticipation par rapport à ça ? Ça a probablement contribué, le fait que le RERB, qu'il y ait des grèves sur le RERB, donc moins de trafic, ça a empêché une partie, ça a demandé il y a des goulots d'étranglement des supporters d'emprunter ensuite le RERD, je crois. Toujours est-il que si l'afflux de supporters avait été conforme au nombre de billets disponibles, au nombre de places disponibles, on n'en serait pas arrivé là. Si vous rajoutez, donc là, il y a peut-être eu un problème d'anticipation. Si vous rajoutez 30 à 40 000 personnes qui n'auraient pas dû être là et qui sont tout de même venues, de toute façon, vous risquez fort d'avoir des goulots d'étranglement
sur vos zones de transit. Sauf que vous connaissez peut-être les locaux, hein, comment effectivement c'est formé l'infrastructure des transports sur place, et le contexte montre incontestablement, quand il y a une grève, quand il y a un problème sur le RERB, qu'il y a des goulots d'étranglement de l'autre côté. Ça, c'est indéniable. Pourquoi il n'y a pas eu de réquisition du personnel? Ce n'était pas possible? Et ça va être, encore une fois, à l'enquête de déterminer. Je pense que la réunion qui va se tenir entre le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports ce matin permettra d'avancer sur cette question, de faire toute la lumière. Quelle est la part de responsabilité à chacun des faits qui ont occasionné ces problèmes, qui ont occasionné les images qu'on a pu voir? Ce sera ensuite, il y a la responsabilité de l'UEFA aussi, c'est ce que vous dites. De le dire, je pense qu'il y a probablement des co-responsabilités, mais que, encore une fois, la première des choses, c'est qu'on n'aurait pas dû se retrouver avec 30 à 40 000 supporters qui arrivent et qui n'auraient pas dû être là. Ouais, bon, dites-moi, c'est pas inquiétant quand même pour la Coupe du Monde de rugby qui arrive, 2023, les JO de 2024, il va falloir en tirer les leçons? Je pense qu'il faut évidemment tirer du retour d'expérience, il faut évidemment faire en sorte que, en dehors d'ailleurs des compétitions que vous venez de citer, ça ne se reproduise plus, que ça ne se reproduise plus sur des grandes compétitions de football qui doivent être défaites. Maintenant, moi j'ai toute confiance dans les organisations sportives, dans celles qui organisent notamment les JO, puisque vous mentionnez, pour que ça se passe au mieux. Oui, bon, ça se passe au mieux, mais là évidemment ça devait être la fête, hein, puisque c'est Emmanuel Macron lui-même qui avait demandé à ce que ce match ait lieu, effectivement, parce qu'il devait avoir lieu la finale à Saint-Pétersbourg, quoi. Donc en disant il y aura une fête du football en France à cette occasion, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut en tirer encore une fois le retour d'expérience. Maintenant, le tableau n'est pas complètement noir quand on regarde le monde sportif. Il y a aussi des compétitions qui se passent bien, on sait les organiser. Les Jeux Olympiques se préparent depuis des années maintenant, et donc moi j'ai toute confiance à la fois dans les forces de l'ordre et dans les comités d'organisateurs pour arriver à mener ça à bien et en faire profiter l'ensemble des Français et des touristes internationaux qui viendront chez nous. Maud Bréjon, peut-être quand même un problème autour de l'encadrement parfois dans les stades. On a vu aussi hier soir, au coup de sifflet final à Saint-Étienne, le stade qui a été, la pelouse qui a été envahie par les supporters. Là aussi, problème d'anticipation probablement des forces de l'ordre localement, quoi. Mais ça, c'est absolument inadmissible. Je pense pas que ce soit un problème d'anticipation des forces de l'ordre. Je pense que là, il y a aussi une... ce que disent certains, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de forces de l'ordre de déployer. Il y a aussi une organisation dans les stades, et pardonnez-moi, une responsabilité des supporters qui viennent assister à ces matchs-là. Le match auquel vous faites référence hier, c'est des femmes et des hommes qui adorent le football, qui vont y assister. Il y a aussi une responsabilité individuelle, il y a aussi une responsabilité des clubs de faire en sorte que les choses soient organisées correctement. Tout ne peut pas être de la responsabilité des policiers et des gendarmes. Les policiers et les gendarmes, ils sont là quand il y a des débordements, mais enfin l'objectif c'est quand même de faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Oui, voilà, et donc il y en a eu hier. Donc il y avait peut-être un problème d'anticipation, quoi. Il y a un problème d'organisation, en tout cas autour du match, à réfléchir. Et Maud Bréjon, est-ce que ce genre d'incident peut avoir des conséquences là sur la campagne, les élections législatives, et renforcer l'opposition qui du coup attaque et pilonne, quoi? Non, je crois pas. Moi, quand je suis sur le terrain, dans ma circonscription, les sujets qui reviennent, c'est les questions de pouvoir d'achat, c'est les questions d'écologie sur lesquelles on est très attendu, c'est les questions de santé aussi, d'école. C'est ça qui vraiment fait le cœur aujourd'hui du débat politique. Quand on parle encore une fois de pouvoir d'achat, sur la question des prix de l'électricité, des prix de l'alimentation, comment est-ce qu'on fait en sorte que le travail paie mieux, c'est vraiment ces réponses concrètes-là qu'on apporte aux électeurs et qui donnent envie aux électeurs de donner une majorité au président de la République pour qu'on puisse faire avancer le pays. Je crois que les phénomènes qu'on vient d'évoquer, sans les minimiser, sont pas au cœur de ce qu'est une campagne présidentielle ou de ce qu'est une campagne législative. Parce qu'un député incarne une politique nationale et donc ça va bien au-delà des phénomènes ponctuels. Oui, alors Elisabeth Borne, la Première ministre, a donné une feuille de route justement vendredi, avec la priorité le pouvoir d'achat, l'environnement, la santé. Une loi pour le pouvoir d'achat est en préparation, c'est ça, qui devrait venir quand? Après, c'est évidemment législative? Dans la foulée des législatives. C'était vraiment une promesse du président de la République pendant la campagne. Les premières mesures qui seront prises seront des mesures pour le pouvoir d'achat. Il s'agit de répondre à ce que sont les urgences des Français. Et donc on répond en deux axes. Le premier, c'est de réduire les dépenses contraintes. Les gens qui nous écoutent le savent, l'énergie a augmenté. C'est pour ça qu'on maintient le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, la remise à la pompe, le chèque alimentaire. Certaines denrées ont aussi augmenté, c'est pour ça qu'on le met en place. Et puis l'autre volet, c'est de faire en sorte, encore une fois, que le travail paie mieux. De faire en sorte que les salaires soient plus élevés. Alors il y a évidemment la question
des retraites. C'est pour ça qu'on va réindexer les retraites sur l'inflation, indexer les retraites sur l'inflation à l'été. Donner un exemple pour les personnes qui nous écoutent. Oui. Pour une retraite de base de 1 200 €, ça fait une augmentation de 45 à 50 € par mois. On va également permettre aux fonctionnaires de travailler, de toucher davantage. On va aussi tripler ce qu'on appelle la prime Macron. Donc autant de dispositifs d'urgence qui doivent permettre à chacun de vivre le plus dignement possible. Oui, c'est ça. Quand Bruno Le Maire demande justement aux entreprises aussi de jouer de jeu, est-ce qu'elles le peuvent véritablement aussi, ces entreprises comme... Certaines le peuvent. Ouais. L'ensemble des entreprises n'ont pas le même état de santé. Non. En revanche, nous, on met tout à disposition pour qu'elles puissent effectivement rémunérer davantage. Quand on permet le triplement de la prime Macron, on leur donne par exemple un levier. Ensuite, ça doit se faire dans le cadre de dialogue social, dans le cadre des accords qu'il y a à l'intérieur des entreprises. Mais enfin, en tout état de cause, les entreprises aujourd'hui qui ont les moyens de le faire doivent le faire. Et je crois que l'État est pleinement légitime à leur faire cette demande parce que il y a 2 ans, on était en pleine crise du Covid. On était là pour les aider. Donc aujourd'hui, oui, mais le quoi qu'il en coûte a des limites, vous le savez. Bien sûr, mais c'est parce qu'on a mis en place ce quoi qu'il en coûte qu'aujourd'hui, un grand nombre d'entreprises françaises se portent bien, que la croissance est repartie, que la relance a permis au carnet de commandes de se remplir, et donc à partir de là, les entreprises doivent aussi rendre aux salariés une partie de la richesse qu'elles produisent. Je pense que c'est parfaitement normal, notamment dans le contexte inflationniste qu'on connaît, avec des prix qui augmentent. Chacun doit prendre ses responsabilités. Oui, Maude Bréjon, Emmanuel Macron a promis une nouvelle méthode de gouvernement. Est-ce qu'elle est arrivée? Pour l'instant, on ne la voit pas venir. Si. Vous devriez vous parler par exemple de la réforme des retraites. Voilà un sujet qui revient sur les élections législatives. Oui, mais on en parle peu là pour l'instant. La réforme des retraites, elle se fait vraiment dans le dialogue et dans la co-construction avec les partenaires sociaux. Le nouveau ministre du Travail, Olivier Dussopt, depuis mardi dernier, reçoit les syndicats. L'objectif, c'est vraiment d'échanger, de dialoguer plus, de dialoguer mieux par rapport à ce qui a été fait sur le quinquennat précédent, pour arriver à mener par exemple cette réforme des retraites de la façon la plus consensuelle possible, en répondant à ces 2 grands objectifs qui sont d'une part un système qui doit être plus juste et d'autre part un système qui doit être à l'équilibre pour que nos enfants puissent en bénéficier. Oui. Est-ce que l'affaire Abad est un sparadrap là, qui est accroché à Elisabeth Borne et qui peut l'empêcher de gouverner? Est-ce qu'on vous en parle, vous, sur les marchés quand vous allez faire campagne? Non, on me parle pas du tout de l'affaire Abad. C'est vrai? Et je vais vous dire une chose, moi je réfute le terme d'affaire. Parce que là, on parle, on s'inscrit dans le cadre de la justice et de l'état de droit. Vous la qualifiez comment alors? Or, la justice, la justice, c'est des enquêtes, c'est des poursuites, c'est des condamnations. Dans le cadre de Monsieur le ministre des Solidarités, Damien Abad, il n'y a ni enquête, ni poursuite, ni condamnation. Il est aujourd'hui pleinement légitime à être ministre de notre gouvernement. Oui, donc il n'y a pas d'affaire pour vous, justement. Il n'y a pas d'affaire. Vous la qualifiez comment? Parce que vous dites non, on ne parle pas d'affaires. Non mais j'entends, si vous voulez, j'ai lu comme vous les articles. On sait qu'il y a 2 plaintes qui ont été effectivement déposées il y a plusieurs années. Des plaintes qui ont débouché à un classement sans suite, ce qui signifie que la justice n'a pas trouvé matière à d'éventuelles poursuites pénales. Ma conviction, c'est que l'action politique, l'action publique, elle doit s'inscrire dans ce qu'est l'état de droit. Est-ce que l'alliance de gauche NUP emmenée par Jean-Luc Mélenchon vous fait peur? Puisqu'on voit quelques projections en sondage qui lui donnent une légère avance au premier tour. Moi, ce que j'entends sur le terrain, c'est qu'elle fait peur à un grand nombre d'électeurs de gauche. Ces électeurs qui longtemps ont voté pour le Parti socialiste, qui plus récemment peut-être ont voté pour Europe Écologie Les Verts, qui sont très attachés à la place de la France dans l'Union européenne, qui comme nous pensent que la France ne peut pas être grande si l'Europe n'est pas grande, qui n'ont pas envie d'avoir à la tête de l'opposition quelqu'un qui méprise les policiers et les gendarmes, voire qui les insulte. Et je crois qu'on a aujourd'hui toute une partie de la gauche française, certains ont commencé à le faire dès les présidentielles. Cette partie-là a vocation, je crois, à donner une majorité au président de la République et ne pas à se laisser aspirer et diluer dans ce qu'est aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas n'importe quelle gauche. Alors, mais c'est quoi Jean-Luc Mélenchon, justement? Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ça n'a rien à voir avec le Parti communiste. Jean-Luc Mélenchon, il aime pas, encore une fois, il aime pas les policiers, il aime pas les gendarmes, il aime pas l'Europe. Il a une vision extrêmement particulière de ce qu'est l'économie, avec des impôts qui augmenteraient, avec une écologie... Avec un quoi qu'il en coûte aussi, puisqu'il voudrait augmenter le SMIC, notamment. Une écologie qui serait profondément restrictive, qui impacterait le quotidien de l'ensemble des Français. Je ne crois pas aujourd'hui que les Français veulent ça, et je pense que dans les temps particulièrement troublés qu'on est en train de vivre, avec la guerre en Ukraine, on en parlera peut-être, avec la crise du coronavirus qui est encore là, on a besoin d'avoir une majorité la plus solide et la plus stable possible.
possible. Oui, qu'est-ce qu'on attend justement en Ukraine? Un dernier mot de la visite aujourd'hui sur place de la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui va à Kiev. Qui a poursuivre le dialogue, avec qu'on continue à avancer sur comment est-ce qu'on. Oui, mais le dialogue avec les Ukrainiens, pas avec les Russes, alors. Avec les Ukrainiens, bien sûr. Ouais. Comment est-ce que l'agresseur, c'est la Russie. Donc c'est peut-être avec la Russie qu'il faut dialoguer, non? C'est évidemment la Russie, mais il faut naturellement échanger, et c'est ce que on a cessé de faire avec les Ukrainiens, avec le gouvernement ukrainien. Comment est-ce qu'on les aide sur le plan humanitaire? Comment est-ce qu'on les aide? Donc on ne dialogue pas avec l'agresseur. Comment est-ce qu'on continue à les aider à se défendre? Et c'est important, je crois, de continuer le dialogue et de montrer aussi une solidarité avec les Ukrainiens. L'Europe n'a cessé d'être solidaire, elle a agi de façon extrêmement homogène, extrêmement rapide, coordonnée pour aider les Ukrainiens. On doit continuer à le faire. Ouais. Merci Maude Bréjean, porte-parole de La République En Marche, qui était invité ce matin de Sud Radio et candidat aux législatives. Et dans quelques instants, la revue de presse, en l'occurrence avec Benjamin Glaise et Denis Caro, qui est directeur des rédactions du groupe Nice Matin, 8h31. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus.